Je me tenais dans la salle des serveurs de mon quartier général à La Défense, le bourdonnement sourd des tours de refroidissement vibrant sous mes pieds, tandis que la voix de ma sœur tournait en boucle dans mon oreillette. « Je prends le domaine du Luberon ce mercredi », disait le message vocal de Chloé, d'un ton désinvolte et glacial. Papa a déjà donné son accord. J'ai besoin de ce décor pour relancer ma marque. Elle ne demandait pas. Elle réquisitionnait. Mon père, Philippe, avait une fois de plus signé un chèque avec mes actifs pour acheter son silence. Je ne les ai pas rappelés. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement déverrouillé mon téléphone, ouvert l'interface de sécurité propriétaire que j'avais codée moi-même et initié le protocole 0. Si elle voulait une maison intelligente, elle allait découvrir à quel point elle l'était vraiment. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai traité le trajet vers le sud comme une migration de serveurs, critique, précis et absolument nécessaire pour éviter un crash système total. Je n'ai pas réservé de chambre d'hôtel. J'ai établi un centre de commandement dans un hôtel boutique, avec une vue imprenable sur la vallée. En installant mon ordinateur crypté et en synchronisant les caméras périmétriques sur ma tablette, j'ai senti ce poids familier et froid du calcul s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas une question de maison. Ce n'était même pas une question de limite. C'était une question de bilan comptable. Assise au bord du lit de l'hôtel, regardant le flux en direct de mon allée vide, j'ai laissé les chiffres défiler dans ma tête. Il y a 2 ans, Chloé m'avait vendu sa vision d'une marque lifestyle. Elle appelait ça un empire en devenir. J'appelais ça un actif, à haut risque. Mais j'ai financé quand même. 150 000 €. Un investissement providentiel dans le potentiel de ma grande sœur. Je n'ai pas demandé de part. J'ai juste demandé un business plan. 6 mois plus tard, le business plan s'était transformé en un leasing de Mercedes classe G et une série de voyages de réseautage à Marrakech qui ressemblaient étrangement à des vacances. Quand j'ai demandé à voir les rendements trimestriels, Chloé m'a bloqué sur Instagram. Quand j'ai demandé à notre père, Philippe, d'intervenir, il m'a servi son discours habituel, celui qu'il avait perfectionné en 20 ans de gestion intermédiaire. Il m'a dit que j'étais trop transactionnelle. Il a dit que j'étouffais son processus créatif. Il m'a dit qu'on n'audite pas la famille. C'est à ce moment-là que la réalisation m'a frappée, nette et clinique. Je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais pas une sœur. J'étais un fonds de capital risque sans droit de vote. Ils ne voulaient pas mon amour. Ils voulaient mes liquidités. Pendant des années, j'avais stoppé l'hémorragie de leurs mauvaises décisions, remboursant les dettes de campagne de Philippe après son échec aux élections municipales, couvrant les défauts de paiement de cartes de crédit de Chloé, finançant l'illusion de leur succès pendant que je bâtissais le mien à partir de rien dans une salle de serveur sans fenêtre. Mais chaque ligne de crédit a une limite. Aujourd'hui, ils avaient finalement atteint la leur. Sur l'écran, le soleil de Provence frappait les panneaux solaires de mon domaine, ce lieu que j'avais construit pour être autonome, durable et sécurisé. C'était la seule chose dans ma vie qui ne me demandait rien. Et Chloé voulait le transformer en toile de fond pour sa tournée d'excuses, un accessoire pour la réhabilitation de sa marque. Elle voulait le consommer comme elle consommait tout le reste. J'ai tapé la commande pour outrepasser les scanners biométriques du portail principal. La barre d'état est passée du vert au rouge. Verrouillée. Ce n'était pas de la mesquinerie. Je colmatais une faille de sécurité. On ne négocie pas avec un virus qui essaie de corrompre votre disque dur. On l'isole. On le met en quarantaine. Et si nécessaire, on le supprime. J'ai pris une gorgée d'eau, regardant l'horloge numérique dans le coin de mon écran. Le piège était tendu. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre la tentative d'intrusion. J'ai regardé le fil des réseaux sociaux se remplir en temps réel, comme des journaux d'erreurs défilant sur un terminal. Chloé avait lancé un live. Elle se filmait à l'arrière d'un SUV de luxe, la lumière dorée du Luberon filtrant à travers les vitres, l'enveloppant d'une aura douce et sympathique. « Salut tout le monde !» chuchotait-elle, regardant droit dans la caméra, les yeux brillants d'une vulnérabilité parfaitement répétée. Je ne voulais pas en parler ici, mais je sens que je vous dois de la transparence. Parfois, les gens qui sont censés vous soutenir le plus deviennent les gardiens qui vous privent de votre joie. Elle ne m'a pas nommée. Elle n'en avait pas besoin. Elle a tagué mon entreprise. Discrètement, dans le coin de l'image. Un petit caillou numérique pour quiconque chercherait à relier les points. Sœur toxique et richesse, disait la légende. Quand la famille choisit l'argent plutôt que les souvenirs,
Puis est arrivé l'appel de Philippe. « Élise !» Sa voix était tendue, non pas d'excuse, mais d'agacement. « Ta sœur est incroyablement anxieuse. Elle dit que tu n'as pas encore envoyé les codes du portail. L'équipe de traiteurs est en attente. As-tu une idée du stress que tu lui causes ?» J'ai regardé le téléphone, analysant la forme d'onde de sa voix dans mon esprit. Il ne demandait pas une faveur. Il exigeait la conformité. « Je n'ai pas accepté ça, papa. » ai-je dit d'une voix plate. « Je t'ai dit non, et je t'ai dit que nous en avions besoin, » a-t-il claqué. Chloé a besoin d'une victoire. Elle est fragile en ce moment. Tu as tout. Élise, tu as l'entreprise, le domaine, la réputation. Pourquoi dois-tu tout accaparer? Pourquoi ne peux-tu pas juste lui laisser ce week-end? Ça ne te coûte rien. Ça ne me coûte rien. C'était ça, le piège. C'était le bug dans sa programmation. Il croyait sincèrement que mes ressources étaient infinies et communes, tandis que les déficits de Chloé étaient tragiques et personnels. Il ne la défendait pas parce qu'elle avait raison. Il la défendait parce qu'elle était bruyante, parce qu'elle était instable, parce que l'apaiser était la voie de la moindre résistance, et qu'il marchait sur ce chemin depuis 30 ans. Il sacrifiait l'enfant fort pour pacifier l'enfant faible. Encore et encore, créant un système où la compétence était punie et l'incompétence subventionnée. C'était une boucle de renforcement classique. En la protégeant des conséquences de ses propres échecs, il avait garanti qu'elle ne réussirait jamais. Et en exigeant que j'absorbe le coup, il avait garanti que je finirais par craquer. Ce n'est pas une question de maison, ai-je dit en le coupant. Et ce n'est pas une question de week-end. C'est le fait que tu penses que ma stabilité est une ressource naturelle que tu peux exploiter chaque fois que Chloé met le feu à sa propre vie. Ne sois pas dramatique, a-t-il soufflé. Envoie juste les codes. Ne m'oblige pas à descendre là-bas. Tu es le bienvenu, ai-je dit. Mais les codes ont changé. Et les conditions d'utilisation aussi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Sur mon écran, le voyant de notification clignotait. Un nouveau commentaire sur le post de Chloé. Waouh! Certaines personnes ne méritent vraiment pas leur fortune. Boycott. Ça commençait. La campagne de dénigrement numérique était la salve d'ouverture. Mais, contrairement à Philippe, je n'avais pas peur de la volatilité. J'étais ingénieur. Je savais comment contenir une brèche. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre sur mon ordinateur portable et commencé à taper une commande. S'ils voulaient un spectacle, j'allais leur en donner un. Mais le scénario était sur le point de changer. Mercredi, 13h00. L'arrivée était parfaitement à l'heure, et c'était exactement aussi excessif que je l'avais calculé. Je regardais le flux de sécurité haute définition depuis le confort climatisé de ma suite d'hôtel. Un convoi de 3 véhicules a quitté la route principale pour crisser sur le gravier de mon allée privée. D'abord, le SUV de location de Chloé, rutilant sous le soleil de Provence. Ensuite, une camionnette blanche marquée du logo d'un traiteur haut de gamme. Et enfin, un camion de déménagement rempli de mobilier de mise en scène. Elle ne s'installait pas juste pour quelques jours. Elle orchestrait une OPA hostile. Elle avait amené une équipe de production pour curater sa vie, probablement payée avec des cartes de crédit qui avaient déjà atteint leur plafond. J'ai zoomé sur la caméra principale. Chloé est sortie du SUV. Elle jouait parfaitement le rôle de l'influenceuse souffrante mais résiliente. Lunettes de soleil surdimensionnées, un ensemble d'étentes en cachemire beige qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et un air de propriété absolue. Elle ne regardait pas la maison avec gratitude. Elle la regardait comme un réalisateur inspectant un plateau. Elle a fait un signe de la main à la camionnette du traiteur, leur indiquant de contourner vers l'entrée de service. Elle n'avait aucune idée que l'entrée de service avait été soudée électroniquement depuis lundi soir. J'ai pris une gorgée de mon expresso, ressentant une fascination étrange et détachée. C'était comme regarder une simulation de malware dans un environnement sandbox. Vous savez que le virus est malveillant, vous savez qu'il veut détruire le système, mais vous savez aussi que le pare-feu est impénétrable. Chloé s'est dirigée vers le portail piéton principal. C'était une dalle d'acier sur mesure, intégrée à un système d'entrée biométrique que j'avais conçu pour des centres de données haute sécurité. Elle n'a même pas cherché de digicode. Elle a tendu la main droite, plaçant son pouce avec confiance sur le scanner. Elle s'attendait au claque lourd de la serrure magnétique qui se désengage. Elle s'attendait au mouvement fluide des charnières. Elle s'attendait à l'accès, parce qu'on lui avait toujours accordé l'accès. Au lieu de cela, l'anneau LED autour du scanner a pulsé une fois. Un rouge dur, impitoyable.
Accès refusé. Je l'ai vue s'arrêter. Elle a retiré son pouce, l'a regardé comme s'il était défectueux, et l'a essuyé sur son pantalon en cachemire. Elle a réessayé, plus fort cette fois, appuyant jusqu'à ce que sa phalange devienne blanche. Pulsion rouge. Accès refusé. La confiance a commencé à s'échapper de sa posture. Elle a reculé, soulevant ses lunettes de soleil, pour plisser les yeux vers le panneau. Elle a tapé un code manuel, probablement celui que Philippe lui avait donné, celui que j'avais supprimé il y a 48 heures. Pulsion rouge. Derrière elle, le chauffeur de la camionnette du traiteur a klaxonné une fois, un coup bref et impatient. Il était payé à l'heure. L'équipe de décoration se penchait hors de leur camion, observant la scène. Chloé s'est retournée, affichant un sourire serré et rassurant qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a levé un doigt juste une minute et s'est retournée vers le portail. La panique commençait à s'installer. Je pouvais le voir à la rigidité de ses épaules. Elle n'était pas seulement enfermée dehors, elle était enfermée dehors devant un public. Elle avait engagé ces gens pour être témoins de son grand retour. Et au lieu de cela, ils étaient témoins de son expulsion. Avant même qu'elle n'ait franchi le seuil, elle avait amené un public à sa propre exécution. Elle a appuyé sur le bouton de l'interphone. Silence. J'avais désactivé la sonnerie dans la maison. L'appel était routé directement vers mon ordinateur portable, où j'étais assise, regardant la forme d'onde audio faire un pic alors qu'elle commençait à crier « Allô ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le silence s'étirer, lourd et coûteux. Le chauffeur du traiteur a klaxonné à nouveau. Plus longuement cette fois, l'illusion de son pouvoir se dissolvait, pixel par pixel. Sur mon écran, elle n'était pas la propriétaire d'un domaine viticole. Elle était juste une femme dans une allée, avec beaucoup de dettes et un portail verrouillé. Et le spectacle ne faisait que commencer. J'ai pris mon téléphone. Philippe appelait encore. Cette fois, j'ai répondu. « Élise !» a-t-il crié, sa voix se brisant sous l'anxiété. « Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé dit que le portail fonctionne mal. L'équipe s'impatiente. « Tu dois réparer ça tout de suite. Le portail ne fonctionne pas mal, papa. » ai-je dit, ma voix stable. « Il fonctionne parfaitement. L'accès est refusé. » « De quoi tu parles ?» Je lui ai dit qu'elle pouvait rester là-bas. On en a discuté. Tu en as discuté. J'ai dit non. « Élise, arrête de jouer. Elle a un camion traiteur qui attend. Ça coûte de l'argent. Alors elle devrait probablement les payer et les renvoyer chez eux. Parce qu'ils n'entreront pas. » Il y eut une pause sur la ligne. Un silence pesant où je pouvais presque entendre les engrenages dans sa tête grincer contre la réalité de la situation. « Tu ne peux pas faire ça. » a-t-il dit, plus bas maintenant, dangereux. « C'est ta sœur. Elle a besoin de ça. Elle a besoin d'un retour à la réalité, » ai-je répliqué. « Si tu n'ouvres pas ce portail, » a-t-il menacé. « Je descends moi-même. Descends donc, » ai-je dit. « Apporte une échelle. Tu en auras besoin. » J'ai raccroché et j'ai regardé l'écran à nouveau. Chloé avait arrêté d'appuyer sur le bouton de l'interphone. Elle faisait les 100 pas maintenant. Une énergie d'animal en cage, frénétique, émanant d'elle. Elle a donné un coup de pied dans le portail, ses baskets de luxe laissant une marque sur l'acier. Puis, elle a ramassé une pierre dans la bordure paysagère. Elle a regardé l'objectif de la caméra, les yeux fous. Elle n'était pas juste en colère. Elle s'effondrait. Le sentiment d'avoir tous les droits qu'il avait soutenus pendant 32 ans, la croyance que le monde lui devait sa subsistance, que je lui devais ma vie entrait en collision avec un objet inamovible. C'est ce qu'on appelle une blessure narcissique. Quand une personne construit toute son identité sur un faux sentiment de supériorité, sur la croyance qu'elle est spéciale et que les règles ne s'appliquent pas à elle, le mot non n'est pas juste un rejet, c'est une menace pour son existence. Cela brise le miroir. Et quand le miroir se brise, ils ne deviennent pas tristes. Ils deviennent destructeurs. Ils doivent détruire la chose qui les nie, car s'ils ne le font pas, ils doivent affronter la terrifiante vérité qu'ils ne sont pas qui ils pensent être. Chloé a armé son bras et a lancé la pierre. Elle a frappé le boîtier de la caméra avec un craquement net, fissurant l'objectif en toile d'araignée, mais sans couper le flux. L'image s'est distordue, fracturée, mais je pouvais toujours voir son visage. Tordu, laide, réel. Elle a hurlé quelque chose que je ne pouvais pas entendre, agrippant les barreaux du portail et les secouant, essayant de forcer l'acier lourd à céder à sa volonté.
Mais l'acier se fiche de vos sentiments. Il se fiche de votre marque. Il tient bon, c'est tout. Et puis, juste au moment où ces cris atteignaient leur paroxysme, un SUV noir s'est arrêté derrière la camionnette du traiteur. Ce n'était pas Philippe. Ce n'était pas la gendarmerie. La porte arrière s'est ouverte et une femme en est sortie. Elle portait des vêtements de vacances de créateur et tenait un itinéraire imprimé. Un homme la suivait, l'air confus. Ils sont passés devant le camion traiteur, devant la crise de nerfs de Chloé, jusqu'au portail. « Excusez-moi », a dit la femme, sa voix perçant à travers le bruit sur le flux audio. « Y a-t-il un problème ? Nous venons pour le check-in. » Chloé s'est figée. Elle s'est retournée lentement, la couleur quittant son visage. « Le check-in » a demandé Chloé, la voix tremblante. « Oui », a dit la femme en montrant son téléphone. « Nous avons loué le domaine pour le week-end, via une agence de location de luxe. Nous avons payé l'acompte il y a 2 semaines. » J'ai vu les yeux de Chloé passer de la femme à l'homme, puis au portail. Le calcul l'a frappée. La double réservation. L'annonce fantôme. Elle n'avait pas seulement prévu d'utiliser la maison. Elle avait prévu de la monétiser. Elle avait vendu quelque chose qu'elle ne possédait pas, pris de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Et maintenant, les acheteurs étaient là pour collecter. Le piège ne s'était pas contenté de se refermer. Il s'était verrouillé à double tour. Et il n'y avait aucun code au monde qui pouvait l'ouvrir maintenant. La gendarmerie est arrivée 3 minutes plus tard. Je n'ai pas eu à les appeler. Le système avait envoyé une alerte automatique au moment où le boîtier de la caméra avait été brisé. J'ai regardé depuis mon balcon d'hôtel les gyrophares peindre les vignes de stroboscope rouges et bleus. Philippe est arrivé quelques secondes plus tard dans sa berline, les pneus crissant sur le gravier. Je pouvais le voir se précipiter vers les officiers, ses mains s'agitant dans ce rythme familier et frénétique de l'imitation des dégâts. Il essayait de leur dire que c'était juste une dispute familiale, que sa fille était émotive, qu'il pouvait arranger ça. Mais il ne pouvait pas arranger la femme debout à côté du camion traiteur avec un reçu numérique de 5 000 € sur son téléphone. Il ne pouvait pas arranger la fraude. Les gendarmes n'écoutaient pas Philippe. Ils regardaient Chloé, qui était maintenant appuyée contre le portail, ne criant plus, simplement dégonflée. La réalité de la loi se fiche de la dynamique familiale. Elle s'intéresse aux preuves. Et il y avait tellement de preuves. J'ai vu l'officier retourner Chloé. J'ai vu l'éclat métallique des menottes. Philippe s'est jeté en avant, saisissant le bras du gendarme une erreur avant de se recroqueviller. Il a levé les yeux vers l'objectif de la caméra, celui qui était cassé, me regardant droit dans les yeux. Il savait que je regardais. Il a articulé mon nom. Je n'ai pas activé l'audio. Je n'avais pas besoin d'entendre la culpabilisation. Je n'avais pas besoin de l'entendre me supplier de retirer ma plainte, de la sauver une dernière fois, d'être la plus mature. J'avais été la plus mature pendant 29 ans, et cela m'avait presque ruinée. J'ai fermé l'ordinateur portable. La suite fut clinique. Chloé a été inculpée pour violation de propriété, destruction de biens et, à cause de l'annonce fantôme, pour escroquerie aggravée. Les locataires ont porté plainte. J'ai porté plainte. Philippe a essayé de payer sa caution. Mais ses liquidités étaient bloquées dans des dettes que je ne payais plus. Pour la première fois de sa vie, Chloé a dû s'asseoir dans les conséquences de ses propres actions. Je me suis assise sur le balcon de l'hôtel, regardant le soleil plonger derrière les collines de la vallée. L'air était frais et sentait la sauge sauvage. J'ai versé le reste du vin dans mon verre. Il y a une lettre que j'ai écrite dans ma tête ce soir-là, non pas pour eux, mais pour quiconque se tient au bord de cette décision. Les gens vous disent que la famille est tout. Ils vous disent que le sang est plus épais que l'eau, que le pardon est une vertu, que vous avez l'obligation de porter les gens qui partagent votre ADN. Mais ils ne vous disent pas le coût. La paix coûte cher. C'est la chose la plus chère que vous achèterez jamais. Elle vous coûte des gens que vous aimez. Elle vous coûte votre réputation dans leurs histoires. Vous deviendrez le méchant de leurs récits. Le froid, celui qui est parti. Elle vous coûte le confort du statu quo. Mais quand vous l'achetez enfin, quand vous signez enfin ce chèque et fermez le compte, c'est le seul actif que vous possédez, qui vous appartient vraiment. C'est la seule maison dans laquelle personne ne peut entrer par effraction. J'ai pris mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale, celui rempli d'années de demandes passives agressives, et de silence là où la gratitude aurait dû être. Je n'ai pas tapé d'adieu. Je n'ai pas offert d'explication. J'ai appuyé sur quitter le groupe, puis j'ai appuyé sur supprimeur. L'écran est devenu noir. La vallée était calme. Et pour la première fois de ma vie,
Le silence n'était pas synonyme de solitude. Il était à moi. Si vous avez déjà dû payer le prix fort pour votre propre paix, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.